On est ravis de vous retrouver avec François Clotio et toute l'équipe de Digital Aquitaine pour cette nouvelle édition, donc la 6e édition donc, de cette conférence Data Aquitaine organisée par l'association Digital Aquitaine. Donc je suis Antoine Jean-Jean, je suis accompagné donc, de François Clotio et d'un certain nombre d'intervenants on va essayer de tenir le planning qu'on a déjà décalé de 10 minutes, mais c'est pas grave, on va essayer de s'adapter. Donc je laisse la parole à François pour vous présenter la suite des slides. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous pour cette 6e édition déjà de Data Aquitaine. Donc, on a commencé tout petit en 2018 à l'Institut de mathématiques de Bordeaux. On était une grosse cinquantaine. Bon, là, on va être un petit peu moins de 10 fois plus. Donc, bon, on peut dire qu'on a bien cru. Donc, vous avez vu que ça a été pas mal de fois organisé, soit ici à Kedge. Donc, c'est la 3e fois que c'est à Kedge, et ça a été plusieurs fois organisé aussi à l'Université de Bordeaux. Et donc on espère que ça va encore continuer quelques années, puisque c'est en train de bien s'institutionnaliser. Alors cette édition, vous remarquerez que c'est comme d'habitude, c'est gratuit. Il y a un beau programme, et ça c'est grâce notamment à nos partenaires. Donc je vais me permettre de les citer tous, parce que c'est quand même... alors, je vieillis un petit peu. Donc le... Ça, moquez-vous, vous verrez à mon âge. Donc, ouais, c'est une nouveauté. Donc, là, on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, par Bordeaux Métropole, par aussi la CCI Bordeaux-Gironde, la Banque des Territoires, l'Association française de recherche opérationnelle ROIDEF, qui était quand même à l'origine de l'événement en grande partie, ainsi que l'agence Math Entreprise AMIS. Et cette année, on est aussi soutenu par France 2030, Bordeaux Machine Learning, donc le Meetup, oui, merci. L'IUT de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, Numérique, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, ainsi que le laboratoire d'informatique Labri. Alors, cette année, vous aurez des stands de plusieurs entreprises, notamment Artelis, Avisia, Fieldbox, Kereon, Local Solver, et Invent, pardon. Le logo, je pense qu'il y a un petit effort à faire sur la lisibilité. Talent, Telio et Malte. Et donc au niveau presse, on sera soutenu par Placeco et Actuia qui vont faire des articles sur notre conférence. Et donc évidemment, c'est organisé cette année par Kedge, le Domex Data Science et aussi ADI. Donc merci à tous nos partenaires, nos soutiens et nos sponsors. Donc cette année, comme d'habitude, on est sur comme d'habitude, sauf l'année Covid, on est dans un format présentiel. Donc cette année, il y aura 2 sessions parallèles dans 2 amphithéâtres, Amphi 1 et Amphi 2. Ça commencera par 2 semi-plénières d'introduction, et ensuite vous aurez un certain nombre de présentations, donc 21 cette année. Et on finira par une plénière de clôture qui sera donnée par Nancy Perrault de Orange Labs, donc qui est responsable de la recherche en tout ce qui est data, optimisation, machine learning chez Orange. Donc n'oubliez pas de visiter les 10 stands de nos partenaires qui seront dans la coursive principale, donc au rez-de-chaussée de Kedge. Voilà, alors je lui laisse la parole oui, je parle du jury avant, mais donc ça ne marcherait pas non plus s'il n'y avait pas des gens qui bénévolement participent à la relecture des articles et puis à la conception du programme. Alors, je ne vais pas tous les citer, ou peut-être que si. Donc, Antoine et moi, Vincent Coyer, Olivier Ly, Laurent Simon, Sébastien Cossin, Frédéric Alexandre, Yanara de Lombardie, Martha Valos, Nicolas Philippe, Walid Kibi, Joanne Lévesque, Antoine Lamarche, Stéphanie Lamour, Étienne Trinkdost et Walina Sang. Donc, merci à tous qui nous ont permis de bien faire fonctionner cet événement d'un point de vue scientifique. Alors ça, c'est à toi maintenant. Alors du coup, on ne pouvait pas inaugurer une conférence sur l'IA en 2023 sans parler de ChatGPT, évidemment. Alors du coup, j'ai cherché un moyen un petit peu d'introduire le sujet. Alors du coup, j'ai proposé à ChatGPT de m'écrire l'intro pour la conférence, et en lui formulant quand même une phrase assez précise pour essayer de centrer un peu le sujet. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal ce qu'il a écrit. Alors je vais pas avoir le temps de tout vous raconter, parce que sinon ça aurait grillé mes 10 minutes d'intro, mais globalement on a une bonne construction de texte, il y a un bon équilibre, il y a de la diversité dans les phrases, etc. Donc il fait le tour du sujet, il arrive à avoir une construction qui est syntaxiquement très correcte, et par contre il y a pas mal de lieux communs, il y a quelques répétitions, et globalement, c'est pas très original. Vous auriez pas beaucoup rigolé. Bon, en même temps, je sais pas si on va vous aller rigoler avec nous, mais en tout cas,
globalement pas très fun. Alors du coup après j'ai poussé l'exercice, je lui ai dit quelles sont les sociétés innovantes en matière d'intelligence artificielle en région Nouvelle-Aquitaine. Bon alors là, bravo d'abord à I2S qui a été repéré par ChatGPT comme une entreprise du secteur qui en tout cas est innovante. Et alors par contre après c'est assez rigolo, c'est qu'il nous sort 4 sociétés qui ne sont absolument pas en région Nouvelle-Aquitaine. Et alors sauf Evotion qui est une entreprise basée à Limoges. Alors si quelqu'un connaît Evotion à Limoges, je veux bien, mais alors je ne sais pas comment il a réussi à trouver une start-up qui s'appelle Evotion à Limoges. Il y a une société qui s'appelle Evotion mais qui est à Lyon. Donc on voit qu'il y a quand même un problème de fiabilité parfois, ou des billets sans doute associés à des événements ou à des choses qui se sont passées dans son historique de recherche, dans son historique d'apprentissage, pardon. Donc j'ai encore focusé sur Bordeaux après, et alors Bordeaux c'est encore plus fort, c'est qu'il me sort une start-up américaine en premier, et il me met que DataIQ a ouvert un bureau à Bordeaux, ce qui n'est aux dernières nouvelles toujours pas vrai. Alors peut-être que le biais, c'est que DataIQ a participé à DataAquitaine il y a quelques années, alors peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas c'est quand même assez surprenant, et ça pose quand même une question sur les biais et sur le corpus d'apprentissage de tous ces outils. Alors, on peut quand même dire merci ChatGPT parce que ça a permis d'expliquer l'IA à votre belle-mère, et ça a permis d'illustrer la puissance d'un moteur de génération de texte qui s'appuie sur des centaines de milliards de paramètres. Et n'oublions pas des modérateurs humains, puisqu'ils sont en train de corriger tous un peu les biais à la fois sexistes, racistes, etc. pour éviter que les erreurs passées se reproduisent. Ça a stimulé les compétiteurs, du coup tout le monde se réveille. Hier soir, Meta a encore annoncé des choses sur Llama, Google a essayé de réagir il y a 2 semaines avec Bard. Donc on voit que ça stimule tout le monde en parle, il y a plein d'articles dans les journaux, sur les plateaux de télé, donc ça remet l'IA au centre en tout cas du débat, et ça remet aussi le sujet dans les comités de direction des entreprises avec des budgets en hausse, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle pour nous. Et ça par contre, il faut faire attention au côté boîte de Pandore, ça va tout résoudre, ça va être la magie de l'IA. Donc il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il se passe d'autres choses aussi cette année en IA, notamment ce qu'on voit, et Olga en parlera tout à l'heure, les écoles de commerce notamment. Alors, les écoles d'ingénieurs proposaient déjà des cursus, mais les écoles de commerce ont bien réagi et ont créé des nouveaux soit master, soit des nouveaux cursus en tout cas au sein des écoles. Et on voit des écoles aussi de reconversion pour former des profils en data. Et puis, on voit aussi tout un tas de presse spécialisée qui commence à gagner en maturité, notamment ActuIA, qui est notre partenaire, qui est un très bon journal à la fois papier et webzine, mais vous retrouvez aussi des journaux comme Big Data, Silicon.fr, et un bon podcast que je vous recommande qui s'appelle Data Generation, qui permet d'interviewer les CDO, qui permet d'interviewer les équipes pour comprendre les modes d'organisation, les outils, et tout ça, en fait, on en a besoin parce qu'on voit que c'est quand même un milieu qui est encore à construire, et il y a des choses à améliorer. Alors, on a repris un peu la même organisation, vous avez vu dans nos thèmes, c'est toujours la même chaîne de la donnée, donc on va parler aujourd'hui de sujets sur la partie récupération. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée de la 5G, avec des budgets massifs en IoT, on voit que les entreprises captent encore plus de données qu'il y a 10 ans. Il y a des budgets assez forts sur tout ce qui est supply chain, donc toute la supply chain est complètement digitalisée, donc en fait ça fait naître encore des nouveaux gisements de données qui étaient inexistants. Tout ça, ça nécessite de structurer. Alors on en parlera tout à l'heure avec Data Galaxy notamment sur des catalogues, des normes qui permettent d'éviter que ça soit un peu le capharnaüm des données au sein des organisations. On voit des consortiums d'entreprises qui se créent aussi pour essayer de structurer tout ça. Et puis on voit de plus en plus d'API, voire même des blockchains qui se mettent entre organisations pour sécuriser ces échanges, puisque c'est le sujet de partage des données. On a besoin de sécuriser cette chaîne de la donnée pour qu'elle soit, qu'on évite les fuites d'informations. Côté BI, on a une BI qui est de plus en plus en mobilité, avec
aussi un besoin d'expliquer les données, de lier ça aux OKR, donc de lier ça aux actions dans les entreprises pour éviter que ça soit purement une BI qui soit de la consommation de données, mais il faut que ça soit relié au contenu des entreprises. Et puis on voit des tableaux de bord qui sont de plus en plus intégrés à l'intérieur des outils de communication de l'entreprise. Donc c'est de la BI qui va un peu plus loin que le simple portail SaaS qui est ces données. Côté analyse de données, c'est l'année de l'IA générative. On voit, donc on a parlé de la génération de texte, mais il y a de la génération de musique. J'ai vu, Étienne, j'ai vu. Ce n'est pas un téléphone, c'est mon timer. Donc de la génération de texte, de musique, d'images, de poésie, de vidéos, des fiches produits. Donc en fait, tout le monde s'y met. Des comptes rendus de réunions bientôt aussi qui seront autogénérés. Du code informatique également. Et ça va révolutionner le monde du code. Et tous ces LLM, ils vont continuer à se perfectionner. Donc, hier soir, OpenAI a annoncé une nouvelle version de GPT-3 et de l'API notamment. Meta a réagi avec ses différents projets, OPT, Sphere. Il y a Google avec Palm. Et puis, on a le projet Bloom aussi qui est très prometteur. Côté aide à la décision, on a des choses qui sont plus complexes et qui vont être capables d'être intégrés de plus en plus grâce notamment à des super apps ou des portails d'analytics as a service. On en parlera tout à l'heure avec Local Solver. Et donc ces portails finalement c'est pratiquement du no-code où on a pratiquement de la complexité qui est apportée sans avoir besoin de coder. Et puis ça permet derrière de faire du multithreading, de faire de l'hybridation de techniques qui permettent de réduire la complexité pour l'utilisateur et d'amener de la puissance directement dans les mains de l'utilisateur. Tout ça, ça entraîne aussi des nouvelles attentes de la part des utilisateurs aussi. Il y a des nouvelles attentes notamment pour relier la data avec le produit. Donc on parle pas mal de data ops, de data as a product, c'est-à-dire qu'on va essayer de transformer notre donnée en un produit au sein des entreprises. Donc ça nécessite des collaborations entre les départements data et les départements produits. On a tout un sujet, on en parlera tout à l'heure avec Avisia et avec pas mal de talks dans la journée sur la partie sobriété, comment réduire l'impact des algorithmes, comment réduire l'impact de tous ces consommations de données. Meta a annoncé hier soir dans sa nouvelle version qu'ils avaient estimé à 173 tonnes de carbone le fait de faire tourner leur algorithme. Donc en fait, maintenant, on va plus seulement publier sa consommation de GPU, on va publier son bilan carbone associé à sa consommation algorithmique. Donc ça, c'est vraiment une mutation. Et puis, tout ça nécessite en fait aussi de mesurer l'impact réel de tout ce qu'on fait, impact économique bien sûr, mais impact écologique et social. Alors je vais abréger un petit peu, je pense ce qu'on fera c'est qu'on partagera un petit peu les slides, il y avait d'autres sujets autour de l'automatisation, de la simplification. Tous ces termes, je pense que vous les voyez passer dans pas mal d'articles. Aujourd'hui on voit qu'il y a quand même une vraie énergie autour de tous ces sujets. Par contre, il y a une récession qui arrive et il faut pas se mentir. Donc les dépenses elles vont être optimisées, elles vont être fléchées vers les projets qui vont permettre à la fois d'automatiser un peu plus et de gagner en efficacité. Voilà, donc tous ces sujets, je pense qu'il y a une bonne partie qui vont être abordés pendant la journée. Merci à tous ceux qui ont envoyé des résumés. On a sélectionné seulement 60% des résumés cette année, donc on a été un petit peu plus sévère que les autres années, mais parce que aussi le niveau monte et ça fait très plaisir en tout cas de voir une qualité de résumé comme ça et on voit que la conférence prend de l'ampleur, donc ça fait très plaisir. Je laisse la parole à Antoine Lamarche qui est le directeur de Digital Aquitaine. Voilà.